Au cœur d'une paisible communauté de l'Utah, une histoire de résilience et de deuil s'est transformée en l'une des affaires criminelles les plus troublantes de ces dernières années. En mars 2023, Kouri Richin est apparu dans une émission de télévision locale pour promouvoir son livre pour enfants Are You With Me? Es-tu avec moi? Une œuvre touchante écrite pour aider ces trois jeunes fils à faire face à la perte soudaine de leur père, Éric Richin, décédé exactement un an auparavant. Avec des illustrations délicates, le livre montrait un père comme un ange dans les nuages, toujours présent lors des moments importants de la vie de son enfant, lors des matchs de football, à Noël, dans les moments de solitude. J'ai cherché dans les librairies quelque chose qui pourrait réconforter mes enfants la nuit, quand le manque se fait le plus sentir, a expliqué Kouri lors de l'interview, mais je n'ai rien trouvé qui les aide vraiment à trouver la paix. L'histoire d'une mère transformant sa douleur en quelque chose qui pourrait aider d'autres familles a ému les téléspectateurs. Peu, cependant, ont remis en question l'étrange manque d'émotion avec lequel Kouri parlait de la mort de son mari, ou pourquoi une veuve réussirait, en à peine un an, à traiter un tel traumatisme au point d'écrire un livre à ce sujet. Seulement 3 jours après son apparition à la télévision, la police du comté de Summit a emmené Kouri menotté en détention. Quelle serait l'accusation? Que pourrait-il y avoir derrière cette façade de mère dévouée et de veuve en voie de guérison? Restez jusqu'à la fin de la vidéo et comprenez tout sur cette affaire choquante qui a secoué non seulement une famille, mais toute une communauté. Et si vous n'êtes pas encore abonné, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne pour ne manquer aucune vidéo sur des crimes réels qui défient notre compréhension de la nature humaine. Pour comprendre ce qui a conduit à cette situation si troublante, nous devons remonter quelques années en arrière et examiner la vie du couple qui, pour ceux qui n'en connaissaient que la surface, semblait être la personnification du rêve américain. Comme tant d'histoires d'amour modernes, celle de Kouri et Éric a commencé dans un cadre quotidien. C'était en 2009 lorsque leurs regards se sont croisés dans une succursale de Home Depot en Utah. Kouri travaillait comme caissière, tandis qu'Éric, œuvrant dans le domaine de la construction, visitait fréquemment le magasin pour acheter des matériaux pour son entreprise de maçonnerie. Selon les témoignages de collègues de travail, Éric a développé un intérêt immédiat pour la belle caissière, mais sa timidité l'empêchait de l'aborder directement. Il passait toujours à ma caisse. On n'oublierait jamais ce rire, et j'aimais beaucoup ce rire, a rapporté une ancienne collègue de Kouri, qui a fini par encourager Éric à s'approcher. Je lui ai dit, vas-y et passe par sa caisse. Alors ils l'ont fait et ont fini par avoir un rendez-vous. À partir de ce moment, ils étaient comme collés l'un à l'autre. La chimie entre le couple était évidente pour quiconque les voyait ensemble. Après une période de fréquentation, ils ont officialisé leur union le 15 juin 2013, lors d'une cérémonie qui a uni leur famille. De cet amour sont nés 3 garçons, Carter, Ashton et Weston. Éric, qui était déjà décrit par ses amis et sa famille comme un homme aux valeurs solides, a trouvé dans la paternité sa plus grande réalisation. Il vivait pour ses garçons, raconte Greg Scory, porte-parole de la famille Richin. C'était un père incroyablement présent et dévoué. Éric, qui a grandi en apprenant la valeur du travail acharné dans un ranch familial, tenait à transmettre ses enseignements à ses enfants. Quand il n'aidait pas son père à transporter du foin, à nourrir des animaux ou à réparer des clôtures, il se consacrait au sport avec les garçons, entraînant toutes leurs équipes sportives. Professionnellement, le couple semblait également prospérer. Éric a cofondé CN Masonry, une entreprise de maçonnerie et de construction en pierre, avec son ami Cody. L'entreprise gagnait en reconnaissance locale et garantissait une vie confortable pour la famille. Kouri, quant à elle, a obtenu une licence d'agent immobilier et a rapidement développé une activité lucrative d'achat, de rénovation et de vente de maisons. Kouri avait quelque chose que beaucoup de gens n'ont pas, observe Greg Hall, qui a travaillé comme directeur marketing pour elle. Souvent, vous trouvez des individus intelligents, mais sans bon sens, ou avec du bon sens, mais sans intelligence. Elle avait les deux. C'était une jeune femme brillante avec un bon flair pour les affaires. Typiquement, Kouri gérait 3 propriétés simultanément, achetant, rénovant et vendant des maisons avec un profit considérable. Le processus rappelait les émissions de télévision populaires sur la rénovation de propriétés, et Kouri montrait un talent naturel pour le domaine. En surface, la famille Richin représentait le rêve américain dans sa plénitude. Ils avaient une maison confortable, une stabilité financière, des enfants en bonne santé et des voyages à travers le monde. Comme l'a rapporté Ronnie, le frère de Kouri, ils vivaient très bien et achetaient et dépensaient ce qu'ils voulaient. Lors des événements familiaux, le couple semblait uni et heureux. Les sœurs d'Éric, Cathy et Amy, rendaient fréquemment visite à leurs frères et adoraient leurs neveux. Lors des célébrations, quand les familles des deux côtés se réunissaient,
l'ambiance était décrite comme amicale, fraternelle et amusante. Personne n'est parfait, mais ils en étaient proches, a affirmé Lisa Dardan, la mère de Kouri, à propos de la relation de sa fille avec son gendre. Comme tout couple, ils affrontaient des défis. Lisa mentionne qu'Eric préférait que Kouri soit une mère à plein temps, tandis qu'elle valorisait son indépendance professionnelle. Il y avait aussi le temps qu'Eric passait à chasser, parfois 4 ou 5 mois par an, ce qui causait des frictions occasionnelles. Malgré ces petits désaccords, pour le monde extérieur, les Richins représentaient une famille américaine idéale, travailleuse, unie et prospère. Comme l'a déclaré Ronnie dans un témoignage ultérieur, ils étaient, probablement, dans le meilleur moment que je les ai vus depuis longtemps. Tout le monde s'amusant, riant, plaisantant, ça me semblait vraiment génial. Peu auraient pu imaginer que sous cette façade de perfection se cachaient des secrets, des méfiances et un plan méticuleux qui culminerait en tragédie. Alors que les amis et connaissances ne voyaient que des sourires et des démonstrations publiques d'affection, le mariage des Richins affrontait des turbulences profondes qui restaient invisibles pour la plupart. Ce que peu savaient, c'est qu'Eric avait pris des mesures drastiques en coulisses pour se protéger, non seulement financièrement, mais aussi physiquement. En octobre 2020, environ 18 mois avant sa mort, Eric a réécrit son testament. La décision n'a pas été prise à la légère, il a retiré Kouri en tant que bénéficiaire de ses biens, transférant tout son patrimoine, évalué à l'impressionnante somme de 3 600 000 $, à un fonds fiduciaire secret administré par sa sœur Cathy. À l'insu de sa femme, Eric a également nommé Cathy comme mandataire, lui donnant le pouvoir de prendre toutes les décisions relatives à ses biens. Il vivait pour les garçons. Je crois qu'il serait resté dans une relation moins que souhaitable si cela signifiait faire le mieux pour eux, a commenté un porte-parole de la famille Richin, expliquant pourquoi Eric n'a pas poursuivi le divorce, bien qu'il ait consulté des avocats à ce sujet. Les craintes d'Eric allaient bien au-delà des préoccupations financières. Dans des conversations privées qui ne seraient révélées qu'après sa mort, il avait exprimé des craintes pour sa propre vie. « Si je meurs, vous devez regarder du côté de Kouri, parce que je pense qu'elle essaie de me tuer », a-t-il confié à des amis et à des membres proches de sa famille. Ce n'était pas de la paranoïa sans fondement. Des enquêtes ultérieures révéleraient au moins 2 incidents troublants qui corroboraient ses soupçons. Le premier épisode s'est produit lors d'un voyage en Grèce en 2019. Eric, Kouri et 6 amis étaient en vacances lorsqu'Eric est tombé violemment malade après avoir consommé une boisson préparée par sa femme. Selon la famille d'Eric, il était si affaibli qu'il a appelé sa sœur, exprimant son soupçon que Kouri tentait de lui ôter la vie. La version de la famille de Kouri sur cet incident serait substantiellement différente. Selon Ronnie, le frère de Kouri, il s'agissait d'un malentendu. Eric prenait des médicaments avec lesquels il ne pouvait pas boire d'alcool. Il a demandé à la serveuse d'apporter une boisson sans alcool, mais elle ne l'a pas fait. Cela l'a rendu très malade. Kouri a appelé son médecin, a découvert quoi faire, et plus tard dans la soirée, il allait bien. Le deuxième incident, beaucoup plus récent et alarmant, s'est produit seulement 3 semaines avant la mort d'Eric, à la Saint-Valentin 2022. Selon la famille Richin, Kouri a préparé un sandwich pour Eric qui, après une seule bouchée, a provoqué une urticaire sévère et des difficultés respiratoires. La réaction a été si intense qu'Eric a dû utiliser les épipens, auto-injecteurs d'épinéphrine, de son fils et du Benadryl pour pouvoir respirer. Encore une fois, la famille de Kouri a offert une explication alternative. Ils ont commandé un sandwich et le sandwich était avarié, a rapporté Ronnie. Il est allé faire une sieste puis est allé entraîner une des équipes de ses fils. Malgré ces incidents préoccupants, Eric est resté dans le mariage. Des amis proches ont rapporté que, bien qu'il ait été effrayé, Eric était très amoureux d'elle et croyait sincèrement à la valeur de la famille unie. En tant que père dévoué, il donnait la priorité au bien-être émotionnel des enfants au-dessus de ses propres appréhensions. Il aurait fait n'importe quoi pour maintenir la relation, si cela signifiait qu'il pouvait faire ce qu'il fallait pour les garçons, a expliqué un ami de la famille. Allons en thérapie de couple, essayons de garder la famille unie. Il y avait également des indications que, malgré les tensions sous-jacentes, le couple pourrait être dans une phase de réconciliation. Dans les semaines précédant la mort d'Eric, des témoins ont remarqué que la relation semblait plus harmonieuse. Ils étaient, probablement, dans le meilleur endroit où je les ai vus depuis un bon moment, a commenté Ronnie dans un témoignage ultérieur. Le paradoxe d'Eric, craindre pour sa vie tout en essayant simultanément de sauver son mariage, illustre le dilemme dévastateur auquel sont confrontées de nombreuses victimes de relations abusives, le désir conflictuel de se protéger et, en même temps, de préserver ce qu'ils considèrent comme le plus important, dans ce cas, la stabilité familiale pour ces 3 jeunes enfants.
La nuit du 3 mars 2022 a commencé, selon Coury, comme une occasion de célébration. Dans son récit aux autorités, elle et Eric célébraient une réalisation professionnelle significative, ils avaient finalisé l'achat d'une impressionnante propriété de 4 millions de dollars à Midway, Utah. Ce manoir de 20 000 pieds carrés, avec une maison d'hôtes supplémentaire de 4 000 pieds carrés, représentait le projet le plus ambitieux de Coury à ce jour. Je pense que c'était son rêve quand elle est entrée dans le business du flipping de maisons, de pouvoir travailler avec des propriétés comme celle-ci, a commenté Sky Lazaro, l'avocate de Coury. La propriété, construite à l'origine en 2017 mais jamais terminée, avait le potentiel de devenir une entreprise extrêmement lucrative. Selon un comptable consulté par le couple, s'il parvenait à terminer la rénovation dans les limites du budget, il pourrait réaliser un profit allant jusqu'à 12 millions de dollars avec la vente. Pour célébrer cette acquisition, Coury a préparé un Moscow Mule pour Eric, un cocktail à base de vodka et de bière de gingembre. Selon elle, le couple est allé se coucher vers 21 h, mais Coury n'est pas restée dans la chambre conjugale. Comme c'était courant dans sa routine, elle est allée dormir avec son fils Ashton, âgé de 9 ans, qui souffrait de terreurs nocturnes fréquentes. Vers 3 h du matin, Coury a affirmé être retournée dans la chambre du couple. En essayant de pousser doucement Eric vers son côté du lit, elle a constaté qu'il était glacé et ne répondait pas. Immédiatement, elle a appelé les services d'urgence, 911, et, suivant les instructions de l'opérateur, a tenté de pratiquer une réanimation cardio-pulmonaire, RCP. À 3 h du matin, j'ai reçu un appel téléphonique et c'était Coury. Elle a dit, « Viens ici, quelque chose est arrivé à Eric. » Il est allé se coucher et ne s'est jamais réveillé, a rapporté Lisa Dardan, la mère de Coury, qui s'est rendue sur place pour consoler sa fille. Lorsque les secouristes sont arrivés, ils ont trouvé Eric déjà sans vie. Initialement, ils ont soupçonné un anévrisme, considérant que l'homme n'avait que 39 ans et qu'il n'y avait pas de signes évidents de violence. Le corps a été retiré de la résidence tandis que les 3 enfants du couple, réveillés par l'agitation, observaient ahuri le mouvement des ambulanciers et des policiers. C'est ce qui s'est passé dans les 48 heures suivantes qui a commencé à soulever des soupçons. Le jour immédiatement après la mort d'Eric, contredisant le récit selon lequel ils avaient déjà finalisé l'achat du manoir la veille, Coury a effectivement signé les papiers d'acquisition de la propriété. Plus choquant encore, elle a organisé une grande fête de célébration dans cette même propriété nouvellement acquise. Des témoins ont rapporté que Coury a été vue en train de boire et de célébrer comme si rien ne s'était passé, seulement 2 jours après la mort de son mari. Le plus troublant, elle n'a pas informé les invités du décès d'Eric. Les seuls présents qui connaissaient la tragédie étaient les membres de la famille du défunt. Lorsque Cathy, la sœur d'Eric, a remis en question le comportement inapproprié de Coury, cette dernière a demandé à Cathy de quitter la maison familiale pour qu'elle puisse faire son deuil en paix. La situation a escaladé en une discussion animée, au cours de laquelle Cathy a informé Coury qu'elle ne pourrait plus résider dans la maison familiale. C'est au cours de cette confrontation que Coury a découvert quelque chose qui l'a laissé visiblement perturbé. Avant de mourir, Eric avait nommé Cathy comme administratrice d'un fonds fiduciaire contenant tous ses biens, retirant effectivement Coury de son testament. 2 jours après la mort d'Eric, des témoins ont rapporté que Coury a physiquement agressé Amy, une autre sœur d'Eric, lui assénant un coup de poing au cou et au visage lorsque celle-ci a tenté de l'empêcher d'ouvrir un coffre-fort qui contenait supposément entre 125 000 et 165 000 dollars en espèces. La situation est devenue si volatile que la police a été appelée sur les lieux. Moins de 3 semaines après le décès d'Eric, le 28 mars, Coury a intenté une action en justice contre Cathy pour le contrôle de la succession de 3 600 000 dollars de son mari. Elle affirmait que, selon l'accord prénuptial signé le jour du mariage, elle avait droit à tous les biens d'Eric en cas de décès, et qu'il avait tenté de la frauder en transférant secrètement ses actifs à sa sœur. Questionnée sur le comportement atypique de Coury pendant la période de deuil, sa famille a défendu l'idée que chaque personne gère le deuil différemment. Son frère Ronnie a affirmé, « Elle n'a jamais eu le temps de pleurer, elle fait de son mieux pour aller de l'avant. » Cependant, pour les enquêteurs qui examineraient ultérieurement l'affaire, ces actions ne représentaient pas différentes expressions de deuil, mais plutôt des comportements calculés de quelqu'un qui n'avait jamais eu l'intention de pleurer la perte de son mari, parce qu'elle avait elle-même planifié sa mort. Ce qui semblait initialement être une tragédie naturelle, la mort subite d'un homme sain de 39 ans, a commencé à montrer des contours beaucoup plus sombres lorsque les résultats de l'autopsie d'Eric Richin ont été finalisés. L'examen toxicologique n'a laissé aucune place au doute, Eric était mort d'une overdose de fentanyl, avec une concentration 5 fois supérieure à la dose considérée comme létale. Cette donnée cruciale a complètement changé la direction de l'enquête.
Le fentanyl trouvé dans le corps d'Eric n'était pas à usage médical, mais plutôt une version illicite, typiquement vendue par des trafiquants. Pour les enquêteurs, la question devenait évidente: comment un père de famille dévoué, sans antécédent connu de consommation de drogues illicites, aurait-il eu accès et motif pour consommer une dose si élevée d'une substance si dangereuse? La famille de Khoury a présenté une explication alternative: Eric aurait été un consommateur récréatif de substances, y compris des gommes au THC, et aurait acquis des drogues auprès de sources non fiables lors de ses voyages. Dans presque tous les voyages que j'ai faits avec lui, il achetait à des personnes dans la rue, a affirmé Ronnie, le frère de Khoury. Cependant, cette version a été véhémentement contestée par la famille d'Eric, qui insistait: il n'était certainement pas un consommateur d'opioïdes ou de drogues illégales. Avec la confirmation que la mort avait été causée par empoisonnement, les autorités ont obtenu des mandats de perquisition et de saisie. Tous les appareils électroniques, y compris les téléphones portables et les ordinateurs, ont été confisqués de la résidence du couple. L'analyse numérique médico-légale a révélé des preuves dévastatrices. 1. Les registres téléphoniques démentent l'alibi. Khoury avait affirmé aux enquêteurs qu'elle avait laissé son téléphone en charge dans la chambre du couple pendant qu'elle dormait dans la chambre de son fils Ashton. Cependant, les données de son téléphone portable ont révélé une activité pendant cette période. L'appareil a été verrouillé, déverrouillé et a enregistré des mouvements, en plus d'envoyer des messages textes qui ont été ultérieurement supprimés. Plus précisément, ces messages étaient destinés à son fournisseur de drogue, identifié dans les documents du tribunal comme CL. 2. Un historique de recherche compromettant. L'analyse de l'historique de navigation de Khoury a révélé une série de recherches extrêmement incriminantes, notamment: quelle est la dose létale de fentanyl? Est-il possible de récupérer des messages textes supprimés d'un iPhone? Et le FBI peut-il trouver des messages supprimés? Ces recherches suggéraient non seulement une préméditation, mais aussi des tentatives pour dissimuler des preuves. 3. Le témoignage du fournisseur de drogue. L'enquête a conduit à l'identification de Carmen Lobé, CL, une femme ayant un vaste casier judiciaire lié à la drogue, qui travaillait pour Khoury en effectuant des services de nettoyage tant dans ses propriétés à vendre que dans la résidence familiale. Lobé, qui était en liberté conditionnelle pour de multiples accusations de trafic, a fourni un témoignage dévastateur. Lors d'un entretien avec la police le 2 mai 2023, CL a confirmé que Khoury l'avait contacté entre décembre 2021 et février 2022, affirmant initialement avoir besoin d'analgésiques pour un investisseur souffrant d'une blessure au dos. Quelques jours après ce premier contact, CL et Khoury se sont rencontrés dans l'une des maisons que Khoury rénovait pour effectuer l'échange. À peine 2 semaines plus tard, Khoury a de nouveau contacté CL, cette fois en demandant quelque chose de plus puissant. Selon le témoignage de CL, Khoury a spécifiquement demandé du fentanyl, y faisant référence comme « cette chose de Michael Jackson ». Le 11 février 2022, juste 3 jours avant l'incident de la Saint-Valentin, lorsqu'Eric a eu une forte réaction allergique après avoir mangé un sandwich préparé par Khoury, elle a acheté pour $900 de fentanyl. Plus tard, le 26 février, juste 5 jours avant la mort d'Eric, CL a effectué une autre livraison à Khoury, laissant le fentanyl caché dans la cheminée d'une des propriétés que Khoury rénovait. 4. Incohérence sur la scène du crime. Les enquêteurs ont noté que, bien que Khoury ait affirmé avoir tenté de pratiquer la RCP sur Eric, cela était hautement improbable. Le corps d'Eric présentait une telle accumulation de sang dans la bouche que toute tentative de réanimation aurait laissé des traces évidentes, qui n'ont pas été observées. 5. Absence de traces de drogue. Lors des perquisitions effectuées au domicile du couple, aucun récipient, flacon ou tout autre élément pouvant contenir du fentanyl n'a été trouvé. Cela contredit la théorie selon laquelle Eric aurait volontairement consommé la drogue, car dans ce cas, on s'attendrait à trouver des traces du produit. Lors d'une audience pour détermination de la caution en juin 2023, le procureur Joseph Hill a appelé à la barre le spécialiste en téléphonie cellulaire Chris Cotto, qui a détaillé les découvertes sur les appareils de Khoury. L'avocate de la défense, Sky Lazaro, a tenté de faire valoir que les recherches compromettantes ont été effectuées après la mort d'Eric, pour répondre aux questions liées aux accusations auxquelles elle faisait face. Quant au témoignage de CL, Lazaro a remis en question sa crédibilité, soulignant son casier judiciaire et suggérant que le paiement de $1 300 mentionné pourrait être lié à des services de nettoyage, et non à l'achat de drogue. Je crois que chaque fois que vous avez une situation de type informateur, cela peut remettre en question la véracité de ces déclarations ou la raison pour laquelle elles disent cela, a-t-elle argumenté. Cependant, l'ensemble des preuves circonstancielles, ajoutées à l'historique des recherches, au registre téléphonique et aux témoignages, formait un tableau cohérent et dévastateur. Pour les enquêteurs,
il n'y avait plus de doute, Eric Richin n'est pas mort de cause naturelle ni d'une overdose accidentelle. Il a été victime d'un meurtre méticuleusement planifié par sa propre épouse. Derrière la façade de succès entrepreneurial et de stabilité financière de la famille Richin se cachait une réalité bien différente. L'enquête financière de l'affaire a révélé que Khoury n'a pas tué Eric par jalousie, par passion ou dans un moment de colère, elle l'a fait pour l'un des motifs les plus anciens et prévisibles dans l'histoire des crimes, l'argent. C'est une cupidité à sang-froid, a déclaré Greg Scory, porte-parole de la famille d'Eric. Au fur et à mesure que les enquêteurs plongeaient dans les finances du couple, ils ont découvert un scénario alarmant qui fournissait un puissant mobile pour le crime. L'activité d'achat et de rénovation d'immeubles de Khoury, qu'elle présentait comme extrêmement réussie, était en réalité noyée dans les dettes, près de 2 millions de dollars. Elle était complètement dépassée, avait besoin d'argent de toute urgence, c'était une somme importante, a expliqué Scory. Le besoin financier de Khoury n'était pas seulement urgent, il était désespéré. Des documents judiciaires ont révélé un schéma troublant de comportement financier contraire à l'éthique et potentiellement criminel. Pendant des années, Khoury avait détourné des fonds des comptes personnels et commerciaux d'Eric à son insu. En septembre 2020, elle a obtenu une ligne de crédit de 250 000 $ sur la maison du couple, a dépensé cet argent et a encore retiré 100 000 $ supplémentaires du compte bancaire personnel d'Eric. De plus, Khoury était poursuivie en justice pour fraude par un couple à qui elle avait vendu une maison, après que les acheteurs ont découvert de la moisissure toxique dans la propriété. Pour compléter le tableau des problèmes financiers, elle devait également plus de 130 000 $ d'impôts impayés sur certains revenus. L'accord prénuptial du couple, rédigé par la mère d'Eric et signé par les deux le jour du mariage, contenait une clause cruciale qui deviendrait centrale dans cette affaire. Le document stipulait que Khoury renonçait à toute revendication sur les actifs commerciaux d'Eric, sauf dans une circonstance spécifique, si le mari décède avant l'épouse alors que les deux sont légalement mariés. Cette clause, conçue à l'origine pour protéger Eric, qui avait déjà été marié auparavant, créait maintenant une incitation financière perverse. Comme Eric avait envisagé le divorce et transféré secrètement ses biens à un fonds administré par sa sœur, Khoury faisait face à une réalité financière sombre si le mariage prenait fin. Il valait beaucoup plus pour elle mort que divorcée, a observé Scory succinctement. Elle a senti qu'il y avait de l'argent facile et rapide à gagner sans avoir le mari dans les parages. Les polices d'assurance vie d'Eric représentaient un autre élément significatif du mobile financier. Au moment de sa mort, Eric avait au moins 6 polices d'assurance vie totalisant près de 3 millions de dollars. En janvier 2022, seulement 2 mois avant la mort d'Eric, des documents judiciaires allèguent que Khoury a falsifié la signature de son mari pour obtenir une police supplémentaire d'une valeur de 100 000 $. Plus révélateur encore, les enquêteurs ont découvert que, dès 2015, seulement 2 ans après le mariage, Khoury avait tenté de souscrire à 4 différentes polices d'assurance vie au nom d'Eric, totalisant près de 2 millions de dollars. Cela suggérait que le plan de s'enrichir avec la mort de son mari pourrait avoir été conçu bien avant ce qu'on imaginait initialement. Dans une autre tentative audacieuse, Khoury a accédé à une police d'assurance vie de 2 millions de dollars qu'Eric maintenait avec son associé commercial, Cody, et l'a modifiée pour qu'elle soit l'unique bénéficiaire, sans la connaissance ou le consentement d'Eric. Heureusement, la compagnie d'assurance a alerté Cody du changement, qui à son tour a informé Eric, lui permettant d'inverser la modification à temps. Lorsqu'elle a été confrontée à ces allégations, l'avocate de Khoury, Sky Lazaro, a contesté véhémentement la caractérisation selon laquelle sa cliente était endettée et désespérée pour de l'argent. Elle était dans le business du flipping de maisons, c'est ce qu'il faisait, a argumenté Lazaro. Ce n'est pas comme si elle avait tous ses prêts conventionnels où elle devait de l'argent aux gens. Certes, cela semble un grand nombre, mais nous parlons de transactions commerciales avec des personnes avec qui elle faisait des affaires. La famille de Khoury a également défendu ses pratiques financières, affirmant que Eric et Khoury s'asseyaient tous les mois et faisaient les comptes ensemble. À tout moment, Eric savait ce qui entrait et ce qui sortait. Cependant, pour les enquêteurs et les procureurs, les motifs financiers fournissaient un tableau clair et cohérent. Le meurtre d'Eric n'était pas un crime passionnel ou impulsif, mais plutôt méticuleusement planifié par quelqu'un qui voyait la mort de son mari comme la solution la plus expéditive à ses problèmes financiers de plus en plus graves. Le besoin urgent d'argent, combiné à la possibilité d'hériter de millions à travers l'accord prénuptial et les polices d'assurance, a créé ce que les procureurs ont appelé une « tempête parfaite de motifs », un scénario où Eric valait littéralement plus pour Khoury mort que vivant ou divorcé. Tandis que les disputes pour la succession d'Eric se déroulaient dans les tribunaux civils, l'enquête criminelle se poursuivait en coulisses. Le travail méticuleux des enquêteurs,
analysant les preuves physiques, les registres numériques et les témoignages de témoins, a culminé en un moment dramatique qui a choqué la communauté de l'Utah. Le 8 mars 2023, exactement un an après la publication de son livre sur le deuil infantile et seulement 3 jours après son apparition à la télévision locale pour le promouvoir, Kouri Richin a été arrêté. Les accusations formelles étaient graves, homicide aggravé au premier degré et 3 accusations de possession avec intention de distribuer des substances contrôlées. L'ironie n'est pas passée inaperçue, la femme qui s'était présentée publiquement comme une veuve en deuil, essayant d'aider ses enfants et d'autres enfants à faire face à la douleur de la perte, était maintenant accusée d'être la cause même de cette douleur. Le contraste entre son image publique soigneusement construite et les accusations auxquelles elle faisait face a amplifié la répercussion de l'affaire. Rien ne m'a fait soupçonner. Je n'ai eu aucun sens d'araignée qui se manifestait, a commenté la présentatrice qui a interviewé Kouri dans l'émission Good Things Utah. J'ai pensé qu'elle était un peu sans émotion, peut-être manquant un peu de chaleur, mais tout le monde fait face au deuil différemment. En mai 2023, de nouvelles accusations ont été ajoutées à l'affaire, notamment la fraude financière. Le ministère public continuait à construire un dossier solide, fondé non seulement sur les preuves directes liées à l'empoisonnement, mais aussi sur l'historique étendu des manipulations financières perpétrées par Kouri. La pétition déposée par la sœur d'Eric, qui cherchait à disqualifier Kouri de recevoir toute partie des biens du défunt, a joué un rôle crucial en révélant publiquement des détails des enquêtes en cours. Le document a exposé comment Kouri avait systématiquement volé de l'argent à Eric pour financer ses entreprises immobilières et effectuer plus de 330 000 $ de charges sur sa carte de crédit à son insu. Même après son arrestation, Kouri a continué à démontrer le comportement calculateur qui caractérisait ses actions précédentes. Lors d'une inspection de routine dans sa cellule, une lettre adressée à sa mère, Lisa Dardan, a été découverte. Le document, qui a été ultérieurement déposé comme preuve au tribunal, contenait des instructions explicites sur la façon dont sa famille devrait témoigner en sa défense. La lettre, qui avait les mots « walk the dog », promener le chien, griffonné en haut de la page, apparemment un code pour sa mère, qui s'occupait du chien de 16 ans de la famille, instruisait son frère Ronald à mentir sous serment. Kouri recommandait qu'il affirme qu'Eric achetait des drogues pendant ses voyages à l'étranger, ou alternativement, qu'Eric avait confié à Ronald qu'il recevait des analgésiques et du fentanyl du Mexique. Lorsqu'elle a été interrogée sur le contenu incriminant de la lettre, Kouri a répondu avec une explication surprenante, « La lettre est de la fiction, partie d'un livre que j'écris ». Cette justification n'a pas convaincu les procureurs, qui ont vu dans la lettre une preuve supplémentaire de la volonté de Kouri de manipuler le système judiciaire. Plus surprenant encore a été la découverte que, pendant qu'elle attendait son procès, Kouri tentait de négocier les droits pour un documentaire ou une série télévisée sur son histoire. Selon le ministère public, ses appels téléphoniques depuis la prison ont révélé qu'elle était déjà en train de mettre les roues en mouvement pour une histoire, et vendait ses droits. Encore une fois, nous pouvons voir que, tout comme Kouri Richin l'a fait au début de cette affaire en termes de machination, à mon avis, elle le fait maintenant de derrière une cellule, a commenté Jennifer Coffin-Daffé, ancienne agente du FBI qui suit l'affaire. Au cas où elle serait jugée innocente, elle veut vendre ses droits et gagner de l'argent. Un juge a imposé une ordonnance de silence, gag order, partielle sur l'affaire, limitant les commentaires publics pour garantir un procès équitable. Cependant, la nature sensationnelle du crime, combinée à la publicité générée par le livre pour enfants de Kouri, a maintenu l'affaire sous une attention médiatique intense. Les victimes les plus tragiques de cette histoire sont, sans aucun doute, les 3 enfants du couple Richin. Après avoir perdu leur père de manière violente, ils font maintenant face à la réalité que leur mère est accusée du crime. Actuellement sous la garde de la sœur d'Eric, ces enfants portent un fardeau émotionnel que peu peuvent imaginer, l'héritage sombre d'un père assassiné et d'une mère qui pourrait passer le reste de sa vie en prison. L'affaire contre Kouri Richin continue, avec le procès prévu pour 2025. Si elle est condamnée pour homicide aggravé au premier degré, elle pourrait faire face à une peine allant de 25 ans de prison à la perpétuité. La défense, dirigée par l'avocate Sky Lazaro, continue de soutenir l'innocence de sa cliente, arguant que les procureurs n'ont pas réussi à lier de façon concluante Kouri à l'empoisonnement. Entre-temps, le livre pour enfants Are You With Me reste comme un rappel troublant de la duplicité humaine, un objet apparemment conçu pour consoler, mais qui, à la lumière des accusations, semble plus une tentative calculée de dissimuler un crime odieux et, possiblement, d'en tirer profit. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer les notifications pour ne manquer aucune de nos analyses de crimes réels. Laissez dans les commentaires ce que vous avez pensé de cette affaire et quel autre crime vous aimeriez voir abordé ici. À la prochaine vidéo!